La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Eugénie s'est arrêtée devant une fenêtre et observe le parc et ses arbres morts. Fut un temps où des mendiantes croupissaient au fond d'une cellule et se faisaient mordre les doigts et les orteils par les rats. Fut un temps où des prisonnières avaient été libérées par centaines dans le seul but d'être abattues sauvagement à l'entrée de l'hôpital. Fut un temps où une femme adultère pouvait être enfermée pour la seule raison qu'elle était adultère. L'hôpital a aujourd'hui l'apparence apaisée, mais les spectres de toutes ces femmes n'ont pas pour autant quitté les lieux. C'est un endroit chargé de fantômes, de hurlements et de corps meurtris. Un hôpital où les murs seuls peuvent vous faire devenir folle si vous ne l'étiez pas en arrivant. Un hôpital où derrière chaque fenêtre, quelqu'un épie, quelqu'un voit ou a vu. Eugénie ferme les yeux et inspire profondément. Il lui faut partir d'ici. Dorénavant, lorsque je vous ferai découvrir un auteur ou une auteure, eh bien nous lirons un court extrait de son livre. Et le livre d'aujourd'hui, c'est Le Bal des Folles, le premier roman de Victoria Mass paru chez Albin Michel. Elles ne seront jamais des femmes qu'on désire ou qu'on aime, elles sont des malades, des folles, des ratées. Victoria Mass, moi j'ai une première question pour vous. Pourquoi avoir choisi la condition féminine au XIXe siècle comme thème de votre premier roman? Alors tout simplement lorsque j'ai découvert l'existence, on va dire plus l'histoire de la Salpêtrière et du coup l'existence des femmes qui étaient internées dans cet hôpital à l'époque, qui internait principalement des femmes, donc des hystériques, des épileptiques, des nerveuses, mais aussi des femmes qui dérangeaient leur famille et la société, l'ordre établi. Et du coup, je découvrais vraiment l'existence de ces femmes j'ignorais complètement, qui avaient été occultées, des manuels d'histoire. Et pour moi, ce qu'elles avaient vécu n'était pas du tout anecdotique, n'était pas du tout banal. Donc je me suis intéressée de près à leur histoire, à qui étaient ces femmes, pourquoi elles étaient internées, qu'est-ce qu'était la Salpêtrière véritablement à l'époque. Et à partir de là, comment ne pas écrire là-dessus, comment ne pas essayer de donner une voix, une identité à ces femmes un peu oubliées par l'histoire. Est-ce que c'est un hôpital qui existe toujours ? C'est un hôpital qui existe toujours, qui a fusionné avec un autre. Aujourd'hui, on parle de la Pitié-Salpêtrière, mais la Salpêtrière d'époque est toujours à Paris. On peut très bien aller s'y promener parce que c'est un hôpital où on a un immense parc, une chapelle, des petites ruelles, des maisonnettes. C'est une cité à l'intérieur du 13e arrondissement. C'est assez fascinant d'ailleurs. Avant d'écrire, vous faisiez quoi ? J'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé dans l'audiovisuel en tant qu'assistante de production et script. Puis j'ai été successivement rédactrice, correctrice, traductrice, pour du web et de la presse. Et quel était le déclencheur justement pour écrire ce premier roman ? J'écris vraiment depuis l'âge de 18 ans. J'ai écrit d'autres manuscrits auparavant et ce qui a vraiment changé ma façon d'approcher l'écriture et le roman, là, c'est lorsque j'ai découvert cette histoire et je me suis dit, je vais cesser d'écrire de l'autofiction, je vais cesser d'écrire sur moi, je vais commencer à écrire sur les autres. Et ça a totalement changé mon approche de la structure narrative, de l'écriture et de ma passion aussi vis-à-vis de l'écriture. Est-ce qu'il y a des raisons profondes pour lesquelles vous avez choisi justement que l'action de votre roman se passe à la Salpêtrière ? Tout simplement, j'ai été profondément émue et touchée par ces femmes, par leur sort, par leurs conditions, puisqu'elles étaient dans un état de vulnérabilité absolue. Elles se retrouvaient parfois internées contre leur gré par leur propre famille. Et pour certaines, elles ne souffraient absolument pas de troubles neurologiques, elles n'avaient pas besoin d'être prises en charge, mais elles étaient quand même mises de côté parce que trop autonomes, parce que trop émancipées, ou au contraire parce que trop dépressives, parce que trop mélancoliques, on ne savait pas quoi faire d'elles. Et mes recherches m'ont amenée à ressentir, voilà, encore une fois, énormément d'empathie et je ne pouvais pas ne pas raconter leur histoire. Et justement, ces femmes, elles étaient placées à la Salpêtrière par un médecin ou bien il suffisait simplement de faire croire qu'elles étaient folles pour qu'elles soient directement emmenées dans cet endroit ? Il suffisait que ça soit sur la demande d'un père ou d'un époux, et ça a vraiment été toute la culture de la Salpêtrière. Alors, je ne vais pas dire depuis sa construction au XVIIe siècle, puisqu'avant c'était vraiment une prison, mais tout le XVIIIe et tout le XIXe siècle, les gens, en fait, principalement les hommes de la famille, emmenaient leur femme ou leur fille dès qu'elle s'éloignait un petit peu, dès qu'elle s'écartait de l'ordre du foyer ou des aspirations ou des indications familiales.
Est-ce qu'on peut dire que les héroïnes de votre roman, donc Eugénie, Louise, Geneviève, elles sont vraiment folles? Et je mets peut-être le mot folle entre guillemets. Non, elles sont pas folles, hein. Je pense pas en tout cas. Pour moi, ces trois personnages représentent chacune un archétype féminin qui correspond à l'époque. On a l'intendante du secteur des hystériques qui, en fait, tout va très bien pour elle jusqu'au moment où elle décide de remettre en question le système patriarcal qu'elle acceptait jusqu'ici. On a l'internement de confort, l'internement abusif au travers du personnage d'Eugénie qui se retrouve mise à la salpêtrière d'abord par sa grand-mère qui la dénonce et donc ensuite par son père. Et enfin, Louise, qui fait penser beaucoup à Augustine, qui était une patiente du docteur Charcot, qui en fait est la plus jeune internée du secteur et qui a de très nombreuses crises d'hystérie, mais qui aspire à être aussi connue qu'Augustine, qui aspire à sortir de la salpêtrière, à épouser un médecin, qui a cette innocence-là bienvenue tout au long du roman. Le docteur Charcot, quel regard vous jetez sur ce personnage ? Je voulais évoquer le docteur Charcot au travers du regard de ces femmes. C'est-à-dire qu'elle le voyait très très peu, ce qui alimentait une certaine forme de mystique autour de sa personne. Il était en effet très charismatique, il était très admiré de ces femmes, il était très demandé de ces femmes. Mon but n'était pas non plus de faire n'importe quoi avec des personnages existants. C'est pour ça que lui, Babinski, Gilles de la Tourette, que j'évoque brièvement, sont un peu mis de côté, parce que d'une, je ne pouvais pas prendre trop de liberté et leur faire dire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dit de leur vivant, et de deux, c'était pas le but, je voulais avoir le point de vue des femmes principalement. Donc on le voit de très loin comme quelqu'un d'autoritaire, de charismatique, qui sait la notoriété qu'il a et le talent qu'il a aussi, puisqu'il a permis de nombreuses avancées dans la neurologie et dans la science. Mais ce qui m'a gênée, c'est cette mise en avant, c'est cette exhibition de la maladie face à un public de mondains et de bourgeois qui n'avait pour le coup pas lieu d'être. Est-ce qu'on peut dire que dans le fond, il n'avait pas énormément de respect pour ces femmes ? Je pense qu'il cherchait vraiment à les soigner. En remettant ça dans le contexte de l'époque, on se rend compte que les connaissances à l'époque sont limitées. Charcot commence à s'intéresser aux traumatismes que ces femmes ont vécu, puisque la majorité d'entre elles ont vécu des abus, des maltraitances, des viols, des violences à l'extérieur. Et donc, à un moment, il faut bien que ces traumatismes s'expriment d'une certaine façon. Mais on pense encore que l'hystérie est principalement féminine et qu'elle est liée au sexe de la femme. Donc on n'est pas encore à l'époque de Freud et de la naissance de la psychanalyse et juste l'écoute en fait de ces femmes et de leur traumatisme. Donc ils pensaient que ce qu'ils faisaient était juste et était bien. Encore une fois, c'est pour ça que ce n'est pas un roman à charge contre lui non plus. C'est juste une remise en situation avec ses qualités et ses nombreux défauts. Est-ce que Le Bal des Folles, c'est un roman engagé ? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste un roman qui essaye de mettre en lumière un petit détail de l'histoire de Paris, dont on a encore un certain héritage aujourd'hui. Mais je voulais pas que ce soit militant, je ne voulais pas avoir une plume qui soit trop prononcée non plus. J'ai un narrateur qui se contente de laisser l'histoire parler d'elle-même. Et c'était important pour moi de ne pas tomber... Si j'avais voulu vraiment écrire quelque chose d'engagé, de militant, j'aurais écrit un essai. Mais là, il s'agissait d'écrire vraiment une histoire, une fiction, une sorte de grande épopée du 19e. Alors, en quelques mots, racontez-nous un petit peu, justement, ce Bal des Folles. Donnez-nous un petit résumé pour donner envie à ceux qui nous écoutent de le lire. Bien, le Bal des Folles se situe, comme vous l'avez compris, fin 19e siècle, à l'hôpital de la Salpêtrière, qui à l'époque internait principalement des femmes. Et on suit Geneviève, l'intendante du secteur des hystériques, qui a des convictions très ancrées, qui se range du côté des médecins et qui ne voit plus ces folles comme des femmes, mais véritablement comme des aliénées. Et c'est l'arrivée d'une nouvelle internée, Eugénie, qui va venir ébranler toutes les convictions et les certitudes les plus profondes de Geneviève. 3 petits points. Et ce Bal des Folles, est-ce qu'on pourrait un jour le voir sur grand écran ? C'est en cours. Hein. Je ne vais pas en dire plus. Non, donc rien sur les acteurs éventuellement qui pourraient jouer ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas du tout de nom qui circule non plus. On a juste signé avec une boîte de production. Donc c'est engagé. Les recherches sont engagées. Voilà. D'après vous, est-ce qu'il y a des similitudes entre la condition féminine du 19e siècle et puis aujourd'hui, ou bien les choses ont bien évolué ? Je pense qu'évidemment, les choses ont évolué pour la femme. L'identité de la femme ne se résume plus à celle de son mari. On a évidemment beaucoup plus de droits qu'à l'époque. Mais on peut quand même se poser la question du rapport et du regard en fait, qu'on a sur la femme et sur ses opinions et sur ses émotions et sur ses émois. À l'époque,
vraiment la médecine pensait que l'hystérie était liée au sexe de la femme. Aujourd'hui, on pense encore qu'une femme un peu trop émotive, c'est dû à son cycle menstruel aussi. Donc on a un héritage direct de cette pensée-là, qui n'est plus une pensée médicale, mais qui est une pensée sociale, qui est banalisée aussi dans le langage courant. L'identité de la femme, aujourd'hui, évidemment que même en dépit de tous les droits qui ont été acquis, l'identité de la femme se résume encore beaucoup à son statut marital et à son statut de mère. Ça, on peut encore en débattre. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi le voyeurisme, qui est toujours on retrouve encore. C'est un défaut de l'âme humaine qu'on a toujours pu observer et qui est encore présent aujourd'hui. On n'exhibe plus des malades dans un hôpital, mais on exhibe des anonymes dans des émissions de télé-réalité. On alimente encore ce voyeurisme-là. Et les conditions, enfin, d'enfermement d'individus fragiles. On retrouve aujourd'hui de nombreux cas de maltraitance dans des maisons de retraite, dans certains instituts, des personnels soignants qui sont en sous-effectif, qui sont peu formés. Et donc c'est un cycle vicieux où en fait tout le monde empathie. Pour moi, ces échos-là se faisaient de façon extrêmement naturelle et évidente. Donc il suffisait en fait de raconter ce qui se passait dans fin 19e pour encore en trouver des échos aujourd'hui. Quand on écrit ce genre de roman qui se passe donc dans cet environnement psychiatrique, ça demande beaucoup plus de recherche que simplement d'écrire un roman d'aventure ou un roman policier ? En effet, il faut respecter une certaine véracité historique et remettre les choses dans leur contexte et éviter d'être biaisé. C'est-à-dire que même si je me place du point de vue des femmes, il fallait que je sois capable de décrire les méthodes de traitement à l'époque, que je puisse comprendre comment une famille fonctionnait, comment un quartier fonctionnait, comment la structure sociale et morale de l'époque fonctionnait aussi. Donc ça a été vraiment 2 mois de recherche, mais après je me suis éloignée de toute cette documentation aussi, une fois que j'avais bien compris le décor, une fois que j'avais bien compris l'arrière-plan, pour me focaliser sur les personnages, parce que l'idée encore une fois n'était pas d'écrire ni un essai ni un roman historique, mais bel et bien un roman de fiction avec des héroïnes, et ça a été toute la balance et l'équilibre à trouver de façon assez juste aussi. Votre premier roman est publié chez Albin Michel. Certains, peut-être autres écrivains vont vous jalouser pour dire « Waouh, premier roman diffusé chez Albin Michel ». Ça a été difficile de trouver un éditeur ? Alors encore une fois, comme je me suis retrouvée à la Salpêtrière totalement par hasard il y a 2 ans et j'ai découvert Le Bal des Folles par hasard. Pareil, en fait, une fois que ce manuscrit a été terminé, j'ai rencontré une personne par hasard qui s'appelle Jessica Nelson. Ce roman est vraiment le fruit de heureuses coïncidences, on va dire. Et c'est Jessica Nelson, qui est romancière et éditrice aux éditions des Saints-Pères, qui a lu mon manuscrit et qui l'a porté vers Albin Michel. Et ça a été un ange gardien tombé du ciel, vraiment, qui a fait vivre ce livre et qui lui a trouvé sa maison aujourd'hui. Vous avez beaucoup de contacts avec d'autres écrivains ? Non, mais du coup, vu que j'ai commencé cette rentrée littéraire et qu'on a un circuit promotionnel où notamment avec les autres primo-romanciers, on se retrouve, voilà, je noue des liens et puis on partage nos expériences et c'est assez plaisant. Et quand vous lisez quel genre de roman ou de livre ? Moi, j'ai vraiment commencé avec toute la littérature du 19e siècle, donc ça m'a fait évidemment très plaisir d'écrire un roman qui se passait à cette époque-là. Après... au gré de mes envies, mais c'est vrai que je lis moins de littérature contemporaine que d'autres livres un peu plus classiques, ou du moins ne serait-ce que du XXe siècle aussi, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tout lu, donc je suis un petit peu frustrée et j'essaye de rattraper mes manques. Alors, premier roman publié, il est paru, il est en vente en librairie. Le deuxième, c'est pour quand ? Dès que cette promo est terminée, je me remets à écrire. Et on peut peut-être un peu savoir, est-ce qu'il y aura un sujet différent ou ce sera le même type de sujet ? Évidemment, je ne peux pas faire un Bal des Folles bis, ce ne sera pas une suite, mais ce sera quelque chose qui me tient à cœur aussi, avec des personnages que j'aime profondément. Et toujours au 19e siècle ? Vous verrez. Alors, une dernière question. Si je vous dis en rouge et noir, ça vous fait penser à quoi ? Une chanson qui a été aussi pour ma mère très très importante et qui lui a permis de toucher des gens comme j'ai l'impression que ce livre-là touche des lecteurs aujourd'hui. Donc chacune à sa façon, en fait, on arrive à partager nos émotions et ce qui nous tient à cœur avec d'autres personnes, et c'est absolument merveilleux. Vous pourriez écrire des chansons ? Non, je n'ai pas ce talent-là.
Merci Victoria Mas d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre premier roman, Le bal des folles, paru chez Albin Michel. Avant de libérer vos oreilles à vous, auditeurs, 2-3 petites choses à dire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur like et partager aussi bien sûr ce podcast avec vos amis sur Twitter, Facebook, LinkedIn, SoundCloud ou où vous voulez. Abonnez-vous aussi, ça vous permettra d'être informé de la prochaine publication d'une nouvelle interview. Et il y en a d'autres, croyez-moi, on en a plein en réserve. Vous nous laissez un commentaire sympa aussi. Croyez-moi, ça me fait toujours plaisir. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.